Bon, comme on a l'habitude d'être très on time, on va gentiment démarrer le temps que les personnes qui ont dû recevoir la notification Zoom pour dire que ça démarrait nous rejoignent. Bonsoir à tous, on est très heureux de vous accueillir ce soir. Vous êtes très très nombreux à vous être connectés, c'est dire l'affection que vous nous témoignez d'abord et que vous témoignez à Nathalie et à Hélène dans votre volonté de vouloir l'écouter et être parmi nous ce soir. Alors, Nathalie aurait dû être à Paris, pas seulement à Paris d'ailleurs, dans toutes les grandes régions, puisqu'on avait prévu une très jolie tournée, comme on sait si bien le faire, sur ce début juillet. On aurait été très, très heureux de pouvoir vous retrouver et retrouver Nathalie à Marseille, à Lyon, à Paris et à Strasbourg et à Nice, bien évidemment, puisque d'ailleurs on est précisément en direct de Nice, on va y revenir dans quelques instants. La situation géopolitique en a décidé autrement. L'amour inconditionnel de Nathalie à Israël, on aura l'occasion d'y revenir, nous a bien évidemment fait aller dans le sens de se dire qu'il n'était pas raisonnable de la forcer, en d'autres termes, à être parmi nous en présentiel. Mais on le sait, ça n'est que partie remise, je suis sûre, à la grâce de Dieu, dès lors que les choses s'arrangeront, que l'on pourra vous retrouver et se retrouver tous en présentiel pour échanger autour d'un bon verre, se dire l'Echaïm à la vie, souhaiter et fêter, je nous le souhaite, le retour des otages, bien évidemment, et la paix et la sérénité en Israël. Alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir Nathalie Nagar, bien évidemment, et Hélène Maman, que je remercie infiniment d'avoir accepté d'être en direct avec nous. Hélène, vous êtes journaliste France 3 Régions, et ce soir, c'est un peu particulier, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en fait, on est un peu partout, à l'image du Fonds social, j'ai envie de vous dire, puisque vous êtes à Nice ce soir en présentiel avec l'ensemble de la délégation niçoise et de nos bienfaiteurs, chez un de nos bienfaiteurs qui a la gentillesse de vous recevoir pour pouvoir animer en direct cet échange et cette interview avec Nathalie. Nathalie, bien évidemment, tu es à Tel Aviv et je remercie infiniment Lionel, comment on va t'appeler, notre logisticien technicien, aide de tout recours qui, dans la vraie vie, est le community manager du Fonds social juif unifié pour ton aide et qui est également à Jérusalem. On vous souhaite voilà, plein de bonnes choses. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Alors, le Fonds social juif unifié se mobilise et s'est mobilisé en particulier parce qu'on avait évidemment envie d'entendre Nathalie, parce qu'on est très au fait de tous les sujets, de tout ce qui concerne Israël, depuis le 7 octobre, mais bien évidemment depuis de très nombreuses années, puisqu'on a aussi un bureau du FSJU avec une structure FSJU en Israël. On a été très mobilisés depuis le 7 octobre, non seulement dans le métier de la levée de fonds, ça va sans dire, vous connaissez les activités de la maison, mais aussi dans trois principales activités qui consistaient d'une part à être le partenaire privilégié et financier dans certains termes du Forum des otages, du quartier général des otages. Également sur un gros programme qui a vu le jour quelques semaines, quelques mois après le 7 octobre, qui consiste en un traitement de ce qu'on appelle la résilience, le sujet relatif au post-trauma, puisque du fait de partenariats avec un certain nombre de municipalités du sud d'Israël, que ce soit Ofakim, Netivot, Beersheba et un certain nombre de kibbutz du sud, on a monté un très gros programme qui permet de traiter et de détecter les sujets relatifs au post-trauma sur près de plus de 150 000 enfants. C'est un très très gros programme qui est porté depuis plus de 18 mois maintenant et vos dons et votre participation sert également à soutenir cela. Il y a des bourses étudiantes, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place évidemment semaine après semaine et la rentrée scolaire de 2025 nous permettra d'accompagner encore des centaines d'étudiants israéliens sur tout le territoire, leur permettre de continuer leurs études. Vous le savez, l'éducation, ça fait partie des sujets prioritaires et des missions prioritaires du Fonds social. Ça le sera encore pour cette rentrée de septembre. Alors, depuis 18 jours, on a été évidemment extrêmement sollicités. Vous êtes très nombreux à nous avoir demandé comment est-ce que l'on pouvait de nouveau soutenir le Fonds social juif unifié. On a réactivé un fonds d'urgence, bien évidemment. Vous avez été nombreux à le soutenir, on vous en remercie. Je fais ma minute là. Voilà, vous avez le QR code qui apparaît à l'écran pour nous soutenir. J'ai l'impression d'être M6 Boutique. Pour nous soutenir et en même temps faire des dons pendant toute cette période, ces petites heures que l'on va passer ensemble sur israël.fsju.org. Les dons qui sont collectés pendant la soirée et d'ailleurs depuis 18 jours maintenant sont destinés à un fonds dédié sur différents sujets. L'aide au relogement, je n'ai pas besoin de vous dire que vous êtes sans aucun doute très au fait du fait qu'il y a plus de 10 000 Israéliens qui ont perdu leur logement sur ces 18 derniers jours et on va en particulier passer à un partenariat avec une des villes d'Israël qui a été extrêmement touchée, Bat-Yam pour ne pas la citer, pour aider un certain nombre de familles à se reloger, à pouvoir de nouveau être fournis dans tout le matériel nécessaire et en tous les cas pour un certain nombre d'enfants à essayer de leur permettre d'adapter et d'avoir une rentrée scolaire la plus smooth possible. Hélène, je vais vous laisser prendre la parole. Je vais vous laisser interviewer pendant une trentaine, on va se donner une quarantaine de minutes si ça vous va. Nathalie, à travers ce livre absolument remarquable. Moi,
J'ai beaucoup pleuré. J'ai eu envie de te dire merci tout au long du livre parce que tu as mis des mots sur tout ce que l'on peut ressentir, même nous, juifs de diaspora, même si on n'a pas vécu le 7 octobre. On l'a vécu en fait, on l'a vécu bien évidemment dans notre chair et dans notre sang. Notre cœur a été brisé pour toujours. J'ai envie de dire que notre part d'humanité à nous également, elle a été bien malmenée. Quand je lis, voilà, je ne peux que vous encourager à le lire. On se réconcilie un peu avec soi-même. On met des mots sur tout ce que l'on a pu ressentir. Je te remercie parce qu'il est essentiel, ce bouquin. Je le mets là, mais il apparaît derrière toi. Les journalistes se cachent pour pleurer. Il y a un petit email qui est prévu à 20h30 que vous recevrez avec le lien de commande immédiate du livre de Nathalie. Je vous encourage bien évidemment à le faire. Je vous souhaite un très bon moment avec nous et on se retrouve dans une 35-40 de minutes pour un jeu de questions-réponses. Merci à vous, Julie, et bonsoir à Nathalie qui nous fait le plaisir de sa présence. Merci à tous à travers la planète, j'ai envie de dire, de nous rejoindre pour cette conférence exceptionnelle autour de ce livre précieux. On va en parler de Nathalie Nagar, Les journalistes se cachent pour pleurer, une journaliste franco-israélienne face à la guerre à Gaza. Nathalie Nagar est un visage, c'est une voix aussi. Elle présente, vous le savez, sur E24 News l'émission Conversation le dimanche soir. Et puis l'émission politique, ce sont les mardis et mercredis. Elle est aussi une voix douce mais ferme, une voix qui porte et qui veut parler pour tous ceux que l'on n'entend pas, la majorité silencieuse. Ces éditos grinçants depuis le 7 octobre ont offert un grand réconfort, il faut le dire, à beaucoup d'entre nous en Israël, mais aussi ici en France. Dans ce livre, vous lirez, vous verrez, c'est la femme, c'est la mère de famille, c'est la franco-israélienne, c'est la journaliste évidemment, et sans doute beaucoup d'autres facettes de son identité qui s'expriment et qui s'interrogent avec beaucoup de sincérité et aussi beaucoup d'humilité. Alors bonsoir à vous Nathalie Nagar, merci encore d'être là, même par écran interposé, mais on vous sent très présente. Première question, être une journaliste dans la guerre, c'est évidemment très difficile, mais quand il s'agit de sa propre guerre et que c'est une guerre existentielle, je vous pose cette question, comment est-ce qu'on fait pour rapporter l'actualité, pour rester un esprit libre, ce qui vous tient à cœur, et finalement pour ne pas sombrer? Alors, merci Hélène. Juste avant de répondre à votre question, je voudrais vraiment vous remercier, Julie d'abord, Brigitte et toute l'organisation derrière Julie, de m'avoir comprise et de ne pas m'avoir forcé la main quand j'ai tout balayé comme ça d'un revers de main en vous disant non, j'arrive pas à partir d'Israël, je peux pas le faire. Mais je vous promets tous et j'espère vraiment du fond du cœur qu'on arrivera à se rencontrer très vite une fois que tout ça, ce sera terminé. C'est un vœu pieux, on a le sentiment que c'est un vœu pieux aujourd'hui, mais je suis sûre que ça arrivera et très rapidement. Amen, 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 amen. Voilà. Ceci étant dit, je voulais, je voulais pas forcément être le porte-parole de qui que ce soit avec ces éditos et avec ce travail. Mais ce que je voulais, ma prétention, c'était de montrer ce qui se passait sous ma fenêtre, de montrer ce qui se passait ici en Israël, dans ce pays dans lequel je vis depuis bientôt 19 ans. Ce pays que, vous l'avez dit, j'aime inconditionnellement et à la folie, oui, ce pays très 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 complexe. Euh, J'avais la prétention, avec mes éditos, avec mes émissions au quotidien, avec ce travail que je fais depuis 20 ans, de montrer la réalité dans ce pays. J'ai jamais prétendu expliquer ce qui se passait à l'intérieur de la bande de Gaza. J'ai jamais prétendu parler du sort des Gazaouis pendant cette guerre. Je vais vous dire un truc, la guerre, c'est moche, je vous apprends rien. La guerre, c'est affreux, c'est laid, il y a des gens qui meurent au quotidien. C'est pour ça qu'Israël n'en a jamais initié des guerres. C'est parce qu'on sait très fort le prix de la guerre. Et je vais d'ailleurs vous dire que le prix, on le paye encore aujourd'hui. Il y a un soldat qui vient d'être tué à l'intérieur de la bande de Gaza, dans le nord de la bande de Gaza. Yaniv, 19 ans, on vient d'en avoir la confirmation et sa famille a été prévenue. Donc, euh, moi, j'avais envie de montrer ce que ça veut dire l'armée du peuple, ce que ça veut dire quand on a des gamins qui se retrouvent à nous défendre pour qu'on puisse faire ce webinaire-là ce soir, pour qu'on puisse être tranquille, pour que je puisse coucher mes enfants comme il faut. Il y a d'autres enfants qui ont 19, 20, 21 ans qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza. Et ça, nos détracteurs, ceux qui considèrent qu'on est une armée génocidaire, un pays d'apartheid, qu'on affamine des populations, eh ben ça, ils le voient pas.
Et moi, j'avais envie de le raconter et j'avais envie de poser ces questions, de mettre ces gros points d'interrogation, de savoir où est cette croix rouge que ma grand-mère maternelle me décrivait comme étant si infâme, si méchante, si maltraitante, où elle en est aujourd'hui en 2025. Finalement, c'est pas mieux, ça s'est pas arrangé, ils n'ont pas grandi, ils n'ont rien appris de la Seconde Guerre mondiale et ils se comportent de la même façon. Bah voilà, mettre des points d'interrogation, parfois même des points d'exclamation, en espérant mettre certains points finaux, des points finaux à l'intolérance, au racisme, à l'antisémitisme et puis à l'ignorance aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de ce qu'ils connaissent absolument pas. Oui, alors vous racontez aussi dans ce livre à quel point c'est difficile de dire l'indicible, de choisir les mots, et cette guerre des mots, parce qu'il y a la guerre sur le terrain que mènent les soldats, il y a la guerre, le combat que vous menez vous aussi en tant que journaliste, en tant que mère de famille, avec ce choix des mots qui sont parfois difficiles à trouver, mais qu'il faut trouver quand même, et qui sont sur le terrain du combat contre ces filtres, contre ce narratif anti-israélien, ce narratif anti-juif qu'il vous faut, vous, journalistes, déconstruire. Déconstruire, c'est un mot, ce mot-là, déconstruire, il est symbolique de cette période. On construit ou on détruit. Ça veut dire quoi, déconstruire? Et c'est tous ces mots-là nouveaux qui font parler, en fait, qui disent des nouveaux thèmes, des nouvelles façons de voir le monde. On peut considérer qu'il y a plusieurs vérités selon l'endroit où on se trouve. Mais l'honnêteté fait, et une honnêteté journalistique, mais une honnêteté d'être humain aussi, fait que on peut pas dire tout et n'importe quoi tout de même. Et quand on voit, vous en avez pas mal en France, hein, des députés sympathiques qui, à l'Assemblée nationale, reprennent des rhétoriques et répètent à l'envi certains mots qu'on croyait appartenir au passé, parce qu'ils servent une cause, celle de, alors, la déconstruction, ou en tout cas, mettre sur ceux qui sont les victimes un vocabulaire qui désignait autrefois les bourreaux. Quand on parle de génocide, quand on parle de nazification d'Israël, quand on compare Benjamin Netanyahou à Hitler, tout ça, ça fait partie d'un engrenage dans lequel on veut nous faire rentrer pour répéter les mots. Vous savez, il y a quelqu'un de très très connu dont j'ai même pas envie de citer le nom ce soir, mais on va le dire quand même. Il s'appelait Goebbels, c'était pas n'importe qui, et il disait, peu importe que vous disiez un mensonge ou une vérité, l'important c'est que vous le répétiez, répétez, répétez, répétez. Et mine de rien, on en parlait tout à l'heure, Hélène, quand on préparait un petit peu cette soirée. Et on se disait, même le terme de génocide, aujourd'hui, pour les Juifs, qui est quand même un terme lourd, qui glace le sang à chaque fois qu'on le prononce, même ce terme-là aujourd'hui, limite on le prononce toujours avec autant de méfiance et avec autant de prudence, mais il est un peu plus rentré le commun, le vocabulaire commun. Et c'est très dangereux, parce que ça, c'est jouer leur jeu, c'est rentrer dans leur narratif, à ceux qui n'ont, pour beaucoup, jamais mis les pieds en Israël, jamais rencontré un Israélien, encore moins un soldat israélien. Enfin, si parfois ils ont mis les pieds en Israël, mais juste à bord d'une flottille, et puis dans une petite prison, et puis hop, à la maison. Et justement, Nathalie, dans ce livre, vous racontez à quel point vous êtes interrogée comme membre de cette communauté israélienne et comme journaliste sur la manière de continuer à vivre votre Israël et à continuer à faire ce métier. Est-ce qu'il y a des questions que vous vous êtes posées, que vous ne vous étiez jamais posées jusque-là? Bien sûr, pour moi, le journaliste se devait d'être objectif, neutre. Vous connaissez tous ces mots qu'on érige en totem comme ça, qu'on apprend dans les grandes écoles, dont on parle quand on est en politique ou quand on est ou quand on regarde, quand on est spectateur, hein, quand on lit un journal ou c'est un journal objectif, c'est un journaliste objectif. Oui, mais ce journaliste-là, il n'est pas neutre parce qu'on est dans le collimateur hein, et à raison des téléspectateurs ou des lecteurs quand on est journaliste. Moi, j'ai compris le 7 octobre. J'étais peut-être super naïve avant, mais j'ai compris le 7 octobre en prenant des grosses claques hein, quand même. Mais c'est comme ça qu'on apprend, vous me direz. euh, que aucun journaliste, et en particulier dans des temps comme ça de guerre et dans des temps très mouvementés, ne pouvait prétendre être objective ou être neutre. C'est pas possible, ça marche pas. Tout au mieux, on peut prétendre à
l'équilibre quand on construit un plateau. Et si vous voulez, je peux vous raconter comment je construis mes émissions pour être très franche avec vous et super honnête sur ce que je vous prépare, ce que je vous donne à manger, le plat que je vous donne, pas seulement moi, tous les autres. Et donc, ces termes de neutralité et d'objectivité m'ont apparu très très rapidement comme des gros mots. J'en avais conscience avant. Si vous voulez, on peut faire un jeu. Alors, c'est un peu compliqué par Zoom de faire un jeu, mais euh, au tout début de ma carrière en télé, il y avait un truc que j'adorais. J'adorais dire bonjour et bon réveil, il est 8 heures à Paris, 9 heures à Jérusalem. Et moi, je disais que donner l'heure, ça pouvait être un symbole pour certains. Et vous pourrez me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir et on en parlera après. Mais ça pouvait être un symbole d'objectivité pure et dure. Ben, enfin, l'heure qu'il est, selon Greenwich, selon les méridiens, selon machin, évidemment, il n'y a qu'une heure et puis c'est voilà, elle est tout à fait objective. Sauf que non, je vous ai donné l'heure, je vous ai dit quelle heure il était à Paris et à Jérusalem, en comparant ce que je considère être deux capitales de deux pays, Paris la capitale de la France, Jérusalem la capitale d'Israël. Donc là, c'est le premier hic, hein, parce que tout le monde ne reconnaît pas que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Et puis pas seulement la capitale, mais la capitale une et indivisible. J'ai pas dit qu'il était 19 heures ou je sais plus quelle heure à Paris, dans l'ouest parisien ou dans l'ouest de Jérusalem. Non. L'ouest et l'est de Jérusalem réunis, Jérusalem, capitale une et indivisible. Je vous ai donné l'heure, mais je vous ai donné tout mon programme. Je vous ai parlé de qui j'étais, je vous ai dit en quoi je croyais. Et il en va de même pour tout le reste des petits mots, des vocabulaires qu'on peut employer et qui ne sont absolument pas anodins. Et c'est juste important de le savoir en tant que lecteur, en tant que téléspectateur, de savoir qu'une personne euh, peut défendre, même de façon très anodine, une cause, sa vision de la vérité, sa vision de la réalité. Et j'avais envie de le partager dans ce livre, d'expliquer comment je construis un plateau et d'expliquer, en hébreu on dit mon ani ma'amin, ma foi à moi, mes croyances à moi, ma vérité à moi. Et d'être honnête, c'est tout. Alors Nathalie, justement, quand vous construisez vos plateaux avec ce souci de nuance qui vous est propre, ce souci d'équilibre, mais dans un contexte de guerre, et on l'a dit dans un contexte de guerre des mots et des narratifs, est-ce que vous êtes plutôt de l'école d'Anne Sinclair, de dire il y a des gens qu'il ne faut pas inviter parce qu'ils sont là pour faire de la propagande, et moi, journaliste, je ne suis pas assez, on va trouver l'adjectif qu'on veut, mais solide ou en position, en tous les cas, en position de m'y opposer, et puis effectivement, ils arrivent avec force de mots, avec leur déni, leur mensonge et je suis pas armée pour ça, ou l'école de dire ben non, on invite tout le monde et parfois n'importe qui. Je me pose la question dans le livre, je me suis posé la question énormément au cours de cette guerre. On a même eu des procès sur i24 News pour avoir donné la parole à certaines personnes. On pourra y revenir si vous voulez. On a décidé d'être ouvert et de tout dire ce soir. Euh, Ma réponse à moi, vous savez, à chaque fois que j'ai une interrogation, à chaque fois que je perds les pédales, moi je me réfugie dans l'histoire. J'essaye de voir comment ça se passait avant, comment ça se disait et comment ça se faisait avant. Et c'est pour ça que dans le livre, je parle du théorème d'Anne Sinclair, qui est de dire Jean-Marie Le Pen, niette. Et j'essaye de comprendre quelle est sa réflexion derrière et quelle est ma réponse à moi. Dans l'histoire, il y a un exemple très parlant d'une nana incroyable, féministe avant l'heure. Dans les années 1930, elle est déjà pilote. Elle est donc avant-gardiste dans la lutte pour les droits des femmes. Elle est d'origine russe et en partie d'origine juive. Elle s'appelle Titiana. Et figurez-vous qu'elle va interviewer Hitler. Et en interviewant Hitler, il lui caresse un petit peu le genou, il lui apporte un café, il ferme un petit peu les volets pour ne pas qu'elle ait trop de soleil qui l'éblouisse. Il s'occupe très très bien d'elle. Ressort de cette interview un papier qui, comment dirait-on, vendu à la cause du Führer de l'époque, enfin de celui qui deviendra le Führer, puisque c'était au tout début des années 1930. Et puis elle parle de finalement l'incompréhension du public, elle parle d'un grand homme avec de doux yeux, un doux regard, bref, elle lui sert la soupe. Et moi, quand je regarde l'histoire de Titiana, euh, je pars d'un principe, que ce soit Titiana ou Anne Sinclair,
que ce soit David Pujadas aujourd'hui ou Pascal Praud ou je ne sais pas qui pourrait être le plus rompu à l'exercice de l'interview, un homme politique, quand il vient s'asseoir en face de nous, il vient avec une liste de mots, un narratif, un programme qu'il veut diffuser, un message qu'il veut diffuser. Peu importe ma question, sa réponse sera celle que lui est venu et a préparée avant de venir me voir. Peu importe la façon incisive que j'aurai de l'interviewer, lui répondra selon ses idéaux. Je vous donne un exemple, pendant les innombrables rounds d'élections qu'on a eu entre 2020 et 2024, je reçois un député arabe israélien, enfin, je devrais pas dire un député palestinien, je sais pas, puisque je lui ai posé la question, il m'a pas répondu, Ahmad Tibi. Je reçois Ahmad Tibi en plateau, je lui pose plein de questions, on a un quart d'heure d'interview. Au bout de ce quart d'heure d'interview, il a dû répéter 50 fois qu'Israël était un état d'apartheid. Peu importe combien de fois je lui ai crié qu'il était et docteur et député au Parlement israélien, donc techniquement parlant, il ne pouvait pas parler d'apartheid. Peu importe, lui, il avait son programme et il avait ses mots, il avait les mots-clés à dire pour faire brûler la toile et les réseaux sociaux et pour faire passer ses idées. Donc, ma réponse aujourd'hui, c'est non. J'aurais pas interviewé Sinwar, Nasrallah, Hitler en son temps, euh, parce que j'estime que euh, vous parliez tout à l'heure d'équilibre, vous parliez tout à l'heure quand on concocte ces émissions. Moi, je veux faire l'éloge de la nuance parce que j'estime que les médias, s'ils sont le quatrième pouvoir, et je pense qu'ils le sont avec son bras étendu des réseaux sociaux, s'ils sont ce quatrième pouvoir, s'ils ont ce pouvoir-là de jouer en démocratie, alors si moi j'ai envie d'avoir une influence, c'est celle de la nuance, c'est celle de la tempérance. Et je crois qu'en interviewant des gens et en étant soi-même euh, trop à l'extrême, ou que ça soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, on lance un ton, on donne une tonalité qui n'est pas positive pour nos démocraties parce que la démocratie, ça doit être dorloté. La démocratie, c'est très fragile et si on laisse tout et n'importe quoi se dire, je pense qu'on ne lui rend pas service. Nathalie, alors malgré votre extrême vigilance, on l'entend, vous dites que vous avez des procès en cours. Qui intente ces procès et sous quel motif? Alors j'ai de la chance, je suis pas super courageuse parce que les procès, c'est pas moi. C'est pas moi qui y réponds, mais c'est le directeur de la rédaction. Donc moi je parle, je dis ce que je veux, et puis lui il répond de mes paroles. Donc c'est très pratique. Je conseille à tout le monde, d'autant que je plaisante un peu, mais je dois rendre hommage à cette chaîne. Et puisque vous êtes là pour écouter les coulisses aussi des choses, il faut que je vous dise que j'ai toujours eu, pas depuis 635 jours, mais depuis 12 ans que je travaille sur i24 News, une liberté de ton incroyable. Personne ne m'a jamais dit quoi écrire, comment l'écrire. Personne ne m'a jamais demandé d'enlever une virgule, de rajouter un mot, d'interviewer plutôt celui-là ou plutôt celle-là. Personne. Et ça, c'est une grande liberté que j'ai. Sauf que eh ben, quand on écrit certaines choses qui peuvent être prises et reprises sur les réseaux sociaux, et surtout, alors moi je pense qu'il y a un truc avec LFI. LFI a, dès que i24 News publie quelque chose sur les réseaux, ils ont une alerte et ils ont leur avocat qui prépare comment on va les manger et à quelle sauce on va les manger. Euh, et l'une des plaintes qu'on a reçues de mon fait à moi, c'est quand je m'en suis prise à la Croix-Rouge. Et quand j'ai appelé la chef de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, à venir en Israël pour se rendre compte de ce que vivait la population, parce qu'au début de la guerre, les populations du Sud et du Nord, elles étaient complètement, enfin je ne vais pas revenir sur le début de la guerre, mais on était sous les bombes constamment dans le centre, mais en particulier dans le Nord et dans le Sud. Et je l'appelais à venir voir ce qui se passait en Israël. Certains ont détourné la vidéo en la coupant, vous savez, juste là où il faut, pour dire que je l'appelais au meurtre de la présidente de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, qui évidemment n'est pas vrai, mais ça a donné lieu à des procès qui n'ont rien eu, après, qui n'ont rien eu comme suite, évidemment, puisque c'était tout ça, c'est toujours pour faire parler et pour faire du buzz et pour saisir l'ARCOM.
Mais c'est une vraie question. C'est saisine de l'Arcom aujourd'hui avec ce qui est un pouvoir également de fermer une chaîne aujourd'hui en 2025 en France. Fermer une chaîne parce qu'elle ne dit pas les choses qu'on aime entendre, peut-être. Ça, c'est une vraie grosse question. Oui, ça, ce sont des manœuvres, des tentatives d'intimidation. Et effectivement, il faut que les médias et les journalistes n'aillent pas jusqu'à s'auto-censurer parce que ce serait très très grave pour la démocratie. On en parlait tout à l'heure. Alors, on vous entend, Nathalie, comme dans vos éditos, dans vos émissions, très très ferme, très sûre de vous. Mais j'imagine que vous êtes, et on le comprend aussi, quand même rempli de doutes. Quand éclate le 7 octobre, personne n'y comprend rien. Et même pas les journalistes, même pas les politiques, on est bien d'accord, personne dans son fort intérieur ne sait ce qui se passe. Est-ce que vous vous interrogez, je reste ou je pars? Je reste avec ma famille, je protège mes enfants ou je pars moi aussi à la guerre? Guerre de l'information, bien sûr. On a dit qu'on est honnête. On a dû se poser la question, et là, je mets mon mari dans l'histoire. 30 secondes. On s'est posé la question parce que c'est pas facile d'élever trois enfants qui ont à l'époque du début de la guerre 11, 9 et 6 ans. C'est pas facile d'élever les enfants dans ce contexte-là, mais aussi de répondre à leurs questions. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Et puis, c'est pas uniquement mes enfants, mais ils sont très très éveillés, les enfants de 2025, et ils posent des questions qui nous gênent énormément même quand d'habitude on pose nous-mêmes les questions. Euh, non, j'ai pas hésité. Et c'est une des raisons qui fait aussi que ce soir j'avais du mal à quitter ce pays et à faire cette tournée que Julie avait prévue et organisée. Parce qu'on a le sentiment, je sais pas si certaines personnes qui sont avec nous ce soir sont en Israël et nous écoutent et nous regardent depuis Israël, mais on, vous savez, il y a un général qui a dit il y a quelques jours, pendant la guerre Israël-Iran, il y a 10 millions de combattants, il y a 10 millions de soldats dans ce pays. Tout le monde. Et moi, j'ai envie de rajouter autre chose. Il y a 10 millions de soldats dans ce pays, mais il y a aussi plusieurs millions de soldats à l'extérieur de ce pays. Vous en êtes tous, vous qui nous écoutez ce soir, ceux qui, avec Julie, avec tout plein d'autres organisations et personnes, font des déjeuners pour soutenir, pour parler d'Israël, pour faire entendre des voix. Ceux ici qui faisaient des barbecues, ces mamans qui préparaient des pains le Shabbat pour les soldats, pour les envoyer au nord, au sud, à l'est. On est tous à notre façon des soldats, on est tous à notre façon, on a tous une pierre à apporter à cet édifice. J'ai envie de vous dire un truc. C'est pas du sionisme. Ça n'a rien à voir. Être sioniste, c'est un terme qui est dévoyé aujourd'hui, mais être sioniste, en fait, c'est simplement être humain, avoir envie de se dépasser. Je vous dis pourquoi. Et c'est lié au fait que, bah, non, jamais on quitte ici et jamais on arrête de se battre avec les armes dont on dispose. Quand le peuple d'Israël quitte l'Égypte dans l'histoire de la Bible, d'abord, on peut y revenir, il n'y a que un cinquième du peuple juif qui quitte l'Égypte à ce moment-là. Il y a donc 4 cinquièmes qui veulent pas, qui veulent rester esclaves, mais ça c'est une autre question et on peut en reparler. Ils ont un périple de 40 ans dans le désert pour sortir de cet état d'esclavage. Sortir d'un esclavage, qui soit intellectuel ou physique, c'est très 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 compliqué. C'est très difficile, ça demande beaucoup d'efforts, mais à la fin, on a la terre promise. Et c'est pour ça que pour moi, le sionisme, c'est une introspection, c'est un développement de soi, c'est un épanouissement. Et je ne comprends pas, mais je suis très sérieuse quand je mets ce point d'interrogation-là, comment on peut ne pas être sioniste aujourd'hui? Comment on peut considérer que le sionisme n'est pas une entreprise de développement de soi? Je veux être un être meilleur. Et quand on voit ce qu'Israël apporte au monde aujourd'hui, même en temps de guerre, les évolutions, les développements. Il y a 3 jours, il y a une entreprise israélienne qui évoluait au sein de l'hôpital Soroka, qui a été complètement mis à mal complètement détruit pendant la guerre Iran-Israël. Euh, Ils développaient simplement juste un moyen de sauver les gens d'un type de cancer en particulier, tout simplement.
C'est ça mon Israël, c'est ça mon sionisme, et c'est pour ça que jamais, au grand jamais, on en partira, ou on posera les armes, ou on arrêtera de lutter. C'est bon d'entendre autant de fierté, Nathalie, ça nous remplit le cœur. Je parle pour tout le monde, mais je pense pas me tromper. Vous avez parlé de vos trois enfants, de vos jeunes enfants. Moi, j'aimerais savoir, et là, je pense que ça va vraiment intéresser les parents que nous sommes tous, comment vous avez réussi à leur expliquer les choses? Parce que ça, c'est terriblement difficile aussi. On a eu la tentation parce que c'est un film important pour mon époux et moi, de jouer à La vie est belle. Vous vous souvenez de mentir un peu sur les bords, d'embellir ce qui n'était pas beau. On a eu cette tentation. Là encore, je crois que ça a duré 35 secondes. Et que très rapidement, on s'est dit qu'il nous fallait, qu'on se devait d'être honnête, là aussi. L'honnêteté, je pense que ça a été le fil conducteur de ces 635 jours de guerre, en leur expliquant simplement les choses. Mais ils ont eu des questions, et je le raconte dans le livre, j'en parle beaucoup, parce que le livre, c'est un aller-retour entre ma vie de maman, de femme, et ma vie de journaliste. Euh, il y a eu des questions qui m'ont décontenancée parfois. Quand ma fille de 11 ans à l'époque, et donc arrière-petite-fille d'une personne qui a vécu la Shoah et qui en est sortie indemne, arrière-petite-fille d'une personne qui a vécu la guerre d'Algérie et qui en est sortie indemne aussi, quand ma fille me dit, Maman, je serais obligée de vivre toute ma vie en Israël. Bon, gloops, non, tu n'es pas obligée, tu peux vivre où tu veux. Et maman, je serais obligée de dire que je suis juive. Et là, la claque, elle est grande. C'était le 7 octobre. Depuis, elle a grandi, elle a compris plein de choses. Euh, mais c'est des discussions que je pensais pas avoir avec ma gamine de 11 ans. Pas aussi tôt, pas de façon aussi émouvante et émotionnelle. Euh, les enfants, ils comprennent tout très rapidement. Elle m'a demandé très rapidement comment on allait faire, comment on comptait faire pour anéantir le Hamas, parce que le Hamas, c'était une idée, que c'était dans la tête, et que c'est difficile de faire sortir des idées de la tête des gens. Euh, et donc à ces questions, je pense que on ne peut pas réagir autrement que par de l'honnêteté intellectuelle, parce que des enfants, c'est pas des êtres moins aptes intellectuellement, bien au contraire. C'est juste qu'ils sont plus petits et donc à mon sens plus concentrés. Et on leur a toujours raconté avec le plus d'honnêteté, c'était compliqué l'histoire des otages. Je vous passe les difficultés que ça a pu entraîner avec maman, je veux pas rester tout seul dans ma chambre, maman, je refais pipi au lit, maman, voilà, il y a eu plein de régressions, il y a eu, mais aujourd'hui c'est fini et aujourd'hui ça va mieux et quand tout sera terminé, eh ben, on s'occupera encore plus de ça et la résilience, c'est pas un vain mot. Les enfants ont montré une résilience incroyable, les enfants israéliens sont incroyables. À vous écouter, Nathalie, je me rends compte que ça fait une demi-heure qu'on parle et que je vous ai pas posé une question essentielle. Comment est-ce que vous allez et comment va la société israélienne, vous qui prenez le pouls de la société tous les jours? Alors, réponse en deux temps. Aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, et la guerre des 12 jours avec l'Iran nous a fatigués, nous a perturbés plus que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire, ce qui est compliqué, c'est de se retrouver pendant ces 12 jours où l'adrénaline est à son comble, où on doit faire attention, où on voit des images horribles et où certaines personnes, beaucoup de personnes, vivent l'horreur. Et puis après, c'est-à-dire qu'à 20 heures, quand la défense passive décide, alors qu'on vient d'avoir une salve énorme de missiles d'Iran, quand à 20 heures, la défense passive dit, bon bah demain à 8 heures, tout le monde retourne à l'école, vous pouvez aller au boulot, tout reprend comme avant. Mais c'est pas possible, parce que nous, on n'est pas comme avant. Parce qu'on a vécu pendant 12 jours quelque chose de quand même exceptionnel. Alors on en est, pour la grande majorité, ressorti indemne physiquement, mais je pense qu'il faut pas faire comme si de rien n'était. Il faut pas faire comme avant. Il faut garder notre résilience, garder notre force, mais ne pas normaliser. On a vécu quand même quelque chose d'incroyable. Et c'est pour ça que je réponds en deux temps. Donc, le premier étant passé, c'est difficile, mais
on peut tous compter les uns sur les autres, on peut tous parler de notre douleur les uns avec les autres. Et il y a une culture aujourd'hui de la discussion en Israël qu'il n'y avait peut-être pas. Je fais pas de comparaison mal à propos, hein, mais je me suis beaucoup posé la question, euh, si i24 News ou d'autres médias avaient existé pendant la Shoah, sans encore une fois faire de comparaison entre la guerre du 7 octobre et la Shoah, bien évidemment, ce serait mal à propos. Euh, Est-ce qu'on aurait vécu les choses différemment? Et je pense que concernant le trauma collectif, concernant notre réparation collective, oui, on aurait vécu les choses différemment. Je pense que ma grand-mère qui a vécu la Shoah, elle m'aurait parlé de façon bien plus ouverte, bien plus naturelle. Elle aurait été beaucoup plus volubile s'il y avait eu les médias qu'on a aujourd'hui qui libéraient cette parole comme on a très rapidement, sur i24 News en tout cas, donné la parole aux rescapés. J'y crois pas qu'on dise ce mot, mais oui, on est en 2025 et on dit ce mot. Aux rescapés de Nova, aux rescapés des kibbutzim du 7 octobre, aux rescapés de la terreur du Hamas. Donc, je pense qu'on a une grande chance. On a grandi. Vous dites, Nathalie, que vous ne serez plus comme avant. Et il y a un autre mot qu'on entend beaucoup, c'est l'après. À quel moment on pourra dire qu'on est après? Ouais, juste avant qu'on commence et que tout le monde n'arrive, on commençait à en parler de ce que c'était après. Euh, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, je crois que la guerre sera terminée quand, mais j'ai très peur de ce que je vais vous dire, mais quand les otages seront rentrés à la maison, quand nos enfants, et par enfants j'entends tous les soldats, seront aussi tous rentrés à la maison euh, et qui seront en sécurité. Pourquoi j'ai peur de ce que je vous dis? Parce que je suis de nature plutôt optimiste, mais j'ai du mal à voir un horizon avec tous les otages qui rentrent à la maison parce que je connais l'ennemi qu'on a en face. Et je sais combien cette monnaie d'échange, elle est importante pour nous et eux savent combien elle est importante pour nous. Et j'ai bien peur qu'on n'en voit pas le bout, mais, mais on vit une période assez particulière. On a vu des choses incroyables se passer pendant ces 12 jours de guerre avec l'Iran, avec ce tigre de papier qu'on n'aurait jamais imaginé attaquer de cette façon. Et plutôt d'une façon réussie sur beaucoup de plans. Donc on se prend à rêver, on se prend à dire que bientôt le 4 juillet où Benjamin est reçu par Donald. Et donc, on espère qu'à ce moment-là, de grandes annonces vont être faites, qu'on aura les 50 otages de retour à la maison et nos soldats qui reviennent en sécurité, qu'on pourra mettre un point final, même si on sait que c'est toujours temporaire, mais un point final à cet épisode-là en l'occurrence. Alors c'est un petit peu coupé, Nathalie, donc je vais reformuler. Vous disiez que vous fondiez beaucoup d'espoir dans la rencontre Benjamin Netanyahou-Donald Trump le 4 juillet sur des accords concernant les 50 otages. Voilà, ils doivent se rencontrer le 7 juillet à la Maison Blanche et il semble dire, mais bon, on a bien compris que parfois il faut prendre avec des pincettes ce qui se dit, qu'un accord de normalisation qui inclut donc la fin de la guerre à Gaza, et la fin de la guerre à Gaza, ça veut dire le retour des otages, et voilà, et d'autres points, mais qui semblent encore flous. On espère que c'est incessamment sous peu. Et voilà, on prie. On a beaucoup parlé d'une société israélienne clivée, mais à nouveau rassemblée face aux défis, puis à nouveau clivée. Bon, ce sont des allers-retours très humains, très juifs aussi. Elle est comment de ce point de vue-là aujourd'hui, la société israélienne? Balagan. Vous connaissez tous ce mot de balagan? C'est Hein. le désordre le plus total. Ça va dans tous les sens. On a des officiels qui disent des choses, mais on n'imagine même pas que ces choses-là peuvent venir d'officiels israéliens. La presse est divisée comme c'est pas possible. Mais, mais, moi je crois que tout ça, euh, c'est un peu le fait des journalistes. Les journalistes et surtout les journalistes israéliens, on a une grosse division dans les journaux, dans les télévisions, qui ne reflète pas forcément, à mon humble avis, euh, la grande majorité, et j'en reviens encore à la majorité silencieuse, de la population israélienne. Moi, j'ai plutôt le sentiment
euh, qu'il y a beaucoup de lignes qui ont bougé depuis le 7 octobre, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris que l'essentiel n'était pas dans une virgule d'une réforme judiciaire, que finalement beaucoup appelaient de leur vœu, sur laquelle on avait des interprétations différentes, et bon, mais que finalement la disputation, c'est juif, c'est israélien. C'est comme ça qu'on avance. Pourquoi on est la Startup Nation? Ben parce qu'on n'arrête pas de penser à comment améliorer telle ou telle chose et parce qu'on n'arrête pas de se disputer sur un petit élément sur lequel on n'est pas d'accord et on n'arrive pas à trouver de solution au départ. Je pense que c'est ça qui nous fait évoluer. Et moi, je suis fondamentalement persuadée, convaincue, qu'on est beaucoup plus soudés, unis, liés qu'avant le 7 octobre, mais aussi que ce que les médias, c'est un peu mea culpa en même temps. On n'a pas entendu la fin de la phrase, mais on la devine, hein, ce que les médias relaient et parfois exagèrent involontairement ou volontairement aussi. Oui, tant qu'on se dispute, on se parle encore, j'ai envie de dire, hein. Pour Exactement. conclure, Nathalie, puisqu'il nous reste quelques minutes avant que la parole soit donnée à tous ceux qui suivent ce webinaire, qui doivent, à mon avis, avoir plein de questions en tête. Euh, dans les lignes du livre, on entend aussi votre culpabilité, malgré tout, notamment parce que il y a des amis à vous qui ont leurs enfants à la guerre, des jeunes soldats, et voilà, et dont on ne sait pas s'ils vont revenir. Donc il y a cette culpabilité. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez coupable, que dire de nous en diaspora, qui nous sentons à la fois coupables et impuissants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Mais ce qu'on fait ce soir, ce que vous, Hélène, vous faites, j'imagine, dans votre travail de journaliste au quotidien, et même pas seulement dans votre travail de journaliste, on est tous, on a dit tout à l'heure, on est tous des soldats, on est tous des combattants, chacun à notre façon. Ce que Julie fait, ce que le FSJU de façon plus générale fait, quand vous allez recueillir des fonds pour acheter un abri, ou pour essayer de reloger des personnes à Batiam en ce moment qui ont été délogées à cause des missiles iraniens parce que leur maison, leur appartement a été complètement soufflé. Quand une personne en France va dans une rue avec un drapeau israélien, ben, il y a des petites choses et puis il y a des grandes choses, mais en fait tout ça, ça nous réchauffe tellement le cœur parce que ça veut dire qu'on appartient à une même vision, qu'on appartient à un même peuple. Et vous savez, au tout début de la guerre, j'ai interviewé un spécialiste du bonheur. Il est professeur de bonheur à Harvard. Il s'appelle Tal Ben-Shahar. C'est un mec très 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 sérieux, hein. Il est professeur en psychologie et tout ça, c'est pas n'importe qui, même s'il travaille à Harvard. Bon. Et il m'a expliqué que je lui demandais pourquoi Israël est toujours dans le top 5 des pays les plus heureux au monde. Et même depuis la guerre, c'est quand même dingue quand on y réfléchit. Eh bien, c'est le sens de la mission, c'est le sens de l'appartenance. On est tous ensemble dans un même bateau. On va dans une même direction, celle de ce sionisme, mais dont moi je considère être quelque chose de beaucoup plus grand que le dépassement de soi, cette envie d'apporter quelque chose à l'humanité. Et ça rend heureux. Donc c'est parfait, il faut qu'on continue. Merci beaucoup, Julie. Pardon, Nathalie, je vais passer la parole à Julie. Je vais trop vite et je voulais surtout montrer à nouveau ce livre qu'il faut lire parce qu'il est plein de questions qu'on se pose aussi et puis plein d'espoir, évidemment, on l'a entendu avec vous. Les journalistes se cachent pour pleurer et puis quand ils sortent de leur cachette, eh ben, ils disent des choses merveilleuses qui nous portent très haut. Merci à vous, Nathalie. Merci beaucoup, beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Alors, on va se laisser une petite dizaine de minutes, si vous le voulez bien, parce que j'ai reçu énormément de messages. D'abord, Nathalie, pour te dire que les gens t'adorent. J'ai pas d'autres mots pour le dire. Pour te dire que j'ai reçu beaucoup de messages pour me dire que tu leur as permis de traverser depuis le 7 octobre en entendant tes chroniques. Ces chroniques qui avaient quand même pour mission, me semble-t-il, de dire quelques mots, pas forcément toujours de la manière la plus, comment dirais-je, tu as essayé d'utiliser ton charme et ton élégance naturelle pour essayer de parler à ces ordures d'antisémites et leur faire entendre la voix de la raison à travers tes chroniques que l'on essaye, nous, tant bien que mal, on rêverait que tout
tous et toutes l'entendent, mais je ne suis pas certaine que ça arrive jusqu'à leurs oreilles. Tout du moins, si nos amis LFistes te suivent de si près et suivent i24 News comme tu sembles le dire, bah, tant mieux qu'ils entendent ce message que tu leur transmets à chacune de tes chroniques, qui ne me semble être rien d'autre qu'à leur attention, à eux, les antisémites, qui ne veulent pas avoir l'honnêteté de dire ce qu'il se passe réellement en Israël. Alors, on va prendre quelques questions. Vous nous en avez écrit quelques-unes. J'en ai reçu beaucoup par SMS. Vous êtes marrant de m'écrire par SMS au lieu d'écrire sur le groupe. Je vais, je vais t'en relayer quelques-unes. Beaucoup s'intéressent à toi, c'est-à-dire qu'on me demande quel est ton espoir à court et moyen terme. Est-ce que tu as confiance en l'avenir? Est-ce que tu vois une issue possible à cela? Est-ce que tu considères que la guerre qu'a menée Israël face à la République islamique d'Iran est une réussite? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta vision? Et si toi, d'ailleurs, tu vas bien? Bah, bien sûr qu'on va très très bien. Merci beaucoup de vous en inquiéter et merci de toutes ces questions. Ma vision, moi je ne suis pas stratège militaire, je ne suis pas spécialiste et je pense que peu le sont spécialistes militaires, qu'on arrive à comprendre aujourd'hui certaines choses qui nous faisaient râler il y a quelques mois. J'explique. Euh, Quand il y a eu l'opération Beeper en septembre dernier, ah, c'était la fierté, tout le monde était super heureux. Mais quelques jours avant, on était super énervé de se dire que Tsahal sortait d'une partie du Liban, qu'on arrêtait les combats avec le Hezbollah, et on était tous très vindicatifs par rapport à certaines choses, certaines décisions stratégiques et militaires. Euh, Quand là maintenant, on voit l'armée israélienne qui pilonne l'Iran pendant 12 jours et qui s'arrête, beaucoup ont dit, mais non, pourquoi on s'arrête maintenant? On n'a pas fait tomber le régime, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Moi, je sais pas. Je, je, je me dis qu'il y a des gens bien plus sachants que moi, des secrets d'État et des installations autant en Iran qu'au Yémen, qu'au Liban, en Syrie, en Irak, à Gaza. S'ils prennent certaines décisions, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Euh, et j'ai envie de vous dire, je suis absolument pas une inconditionnelle de Netanyahou, mais je pense que Netanyahou, il a l'avantage ici de jouer sa vie. Le Premier ministre israélien du 7 octobre, avec les casseroles qu'il a, il est obligé de faire sortir le pays par la grande porte. Ne serait-ce que pour lui, parce que lui, il n'a pas envie de sortir par la petite porte, parce que lui, ce fils d'historien, il n'a pas envie d'être marqué au fer noir de l'histoire comme le Premier ministre qui aura permis au 7 octobre de se passer, sans permettre au peuple d'Israël de se relever derrière. Donc moi j'ai envie de me dire qu'on est encore une fois tous dans le même bateau, que autant Benjamin Netanyahou, qu'on peut ne pas apprécier et qu'on peut considérer comme un Premier ministre qui a failli à sa tâche. Il a failli à sa tâche le 7 octobre. Euh, mais je crois que plus que moi et plus qu'un Israélien lambda, il est obligé de se reprendre, il est obligé de venir avec en disant, eh, ça y est, regardez, installation nucléaire iranienne détruite, Hezbollah mis à mal. Alors dire, c'est fini pour l'éternité, bah non, on n'est pas aussi naïf que ça. On sait bien que ça recommencera. Mon pari, si on a envie de les prendre aujourd'hui et de s'amuser avec le destin, c'est que le prochain sur la liste, le prochain dans plusieurs décennies, peut-être le prochain avec qui nos enfants ou nos petits-enfants devront se battre, bah, ce sera peut-être la Turquie. Enfin, voilà, ça manque pas, hein. On est passé de Haman à Hitler, de Hitler à l'ayatollah Khomeini et à d'autres, et à Sinoir, etc. Mais tout ça va très bien se terminer parce que le peuple de l'éternité, celui que nous sommes, n'a pas peur des longs chemins. On n'a pas peur de tout ça. On va se battre, on va continuer, on avancera et on gagnera. Tu es un shot de... On devrait t'écouter tous les jours, Nathalie. Voilà. Moi, je dis pour démarrer la journée, pour tous les juifs de diaspora qui assez régulièrement ont le moral un peu en berne, on t'entend et ça nous fait du bien. Nathalie, tu parles beaucoup du manque de déontologie de certains de tes confrères d'une autre presse, pour ceux de Libé, pour ne pas les nommer.
Est-ce que tu crois encore à un travail possible avec eux? Est-ce que tu crois qu'on pourra entendre un jour dans leur bouche autre chose que ce qui leur est dit? Est-ce que toi-même tu as des échanges, d'ailleurs vous et l'ensemble des journalistes d'i24 News, avec ces journalistes et est-ce qu'on peut encore penser que de meilleurs propos seront tenus de leur part? Bah, c'est comme si quelqu'un me demandait à moi de changer ma façon de voir le monde et les choses. Et à moi d'arrêter de vouloir dire la vérité. Et ben non, non. Donc eux, ils ont le mensonge ou la vérité très, euh, voilà, particulière, une conception de la vie qui est très particulière. Je ne pense pas qu'ils arrêteront. Je pense en revanche que ce qui fera la différence, c'est est-ce qu'ils seront écoutés ou pas. Je veux vous raconter une histoire quand même, parce que tu me dis je suis un shot d'optimisme, mais j'ai des raisons de l'être, et je vais te dire pourquoi. Tu sais, dans le Talmud, il y a écrit qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Au mois de février 2024, on est donc 4-5 mois après le 7 octobre, je sors de plateau et j'étais en plateau avec Franck Tapiro et Stéphane Zibi des DDF, la Diaspora Defense Force, qui ont pour objectif de justement reprendre chacune des manipulations médiatiques sur Israël ou sur le 7 octobre ou sur les guerres qu'on mène. Et je sors de plateau avec eux et me cueille une jeune femme qui s'appelle Déborah. Elle me dit, bonjour, je m'appelle Déborah et je te demande pardon. Et moi, je suis parfois un peu étriquée et puis pas, je sais pas, des fois je manque de jugeote. Moi, pour moi, Déborah, bah, elle est juive. Elle s'appelle Déborah. Et puis je comprends pas pourquoi elle me demande pardon. Donc je lui dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je te connais même pas. Elle me dit, je suis musulmane. J'ai vu tes vidéos sur les réseaux. J'ai vu tout ce que vous postez tous depuis Israël. Et je me suis dit quand même, ils ont l'air honnêtes. Je vais gratter. Et Déborah, qui est super intelligente, elle décide de gratter. Elle décide d'aller chercher plus profondément. Et elle remet en question tout ce dans quoi elle a été éduquée. Je le raconte dans le livre. Elle a été éduquée dans la haine la plus pure du juif, du sioniste, de l'israélien. Pour elle, c'était des gros mots. Pour elle, c'était des insultes. Et en ce mois de février 2024, elle me dit, je me suis gourée. Je suis allée voir tous les kibbutzim. J'ai encore senti l'odeur de la cendre. J'ai encore senti l'odeur du sang. Et je te demande pardon parce que je vous ai maltraité, toi et ton peuple. Et en fait, maintenant, j'ai compris. Et maintenant, je te promets qu'à chaque fois que je rencontrerai un musulman qui a été endoctriné comme moi, ou un pas musulman, peu importe, quelqu'un qui n'a pas vu de ses propres yeux et qui n'a pas voulu chercher avec son propre cerveau, eh ben, je lui dirai quelle est la vérité. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Et c'est pour ça que je me dis que Libération, malgré le fait qu'ils reprennent les chiffres du Hamas, organisation terroriste, malgré le fait qu'ils disent des choses qu'ils présentent comme des faits, mais qui ne sont pas des faits. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été réalisés, notamment par des comités de journalistes, qui ont montré que les journalistes présents à l'intérieur de la bande de Gaza, qui travaillaient soi-disant pour le compte d'Al Jazeera ou de AJ+, sa petite sœur très dangereuse pour les jeunes, dont je parle dans le livre aussi parce qu'il faut les éduquer, ces jeunes. On a vu que tous ces journalistes, eh bien, ils étaient bâillonnés par le Hamas. Donc à partir de ça, on a tout dit. Si Libération veut se faire le relais d'une organisation terroriste, qu'il le fasse. Moi, mon boulot, ça va pas être de m'occuper d'eux. Mon boulot, ça va être de montrer à ces gens comme Déborah quelle est la vérité sur place en étant ici. Et ça, on peut y arriver. On peut y arriver. Une dernière question qui nous taraude tous. Quel est ton lien désormais avec la France, même si on a compris que tu as fait ton allié très jeune, que tu as démarré par les kibbutz. D'ailleurs, il y a un message là d'une personne qui manifestement t'a connu au tout début, dont je te Ah, donnerai le nom tout à l'heure, qui t'a laissé un petit message très mignon en te disant qu'il t'a connu il y a bien longtemps à ton arrivée en Israël, à Sde Eliaou. Donc voilà, tu eh as oui. un petit témoignage en direct. Mais le lien avec la France désormais, il est comment? Alors à la fin du livre, je reprends une chanson que ma maman me chantait quand j'étais petite. J'ai deux amours. Alors elle arrangeait la suite en parlant de mon petit frère et moi. Moi, mes deux amours, ils resteront
la France en premier lieu, ce pays dans lequel j'ai grandi et que j'ai quitté à 23 ans. C'est quand même beaucoup de vivre 23 ans dans un pays. C'est une influence énorme. Les valeurs de ma France, c'est pas forcément ce qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec LFI. C'est pas ça d'ailleurs. Je pense pas que eux représentent les valeurs de la France. Ma France à moi, c'est la France des Lumières, c'est la France qui réfléchit, c'est la France qui réfléchit et qui ressemble énormément à ce peuple juif qui a toujours envie de se remettre en question, qui a toujours envie de chercher comment briller. Donc ma France, je continue à l'aimer. En ce moment de loin parce que j'ai mon deuxième amour, parce que j'ai mon Israël ici qui me retient. Mais, mais j'aime toujours très fort la France. Il faut la cajoler, il faut faire attention à ce berceau de la démocratie, à ce berceau des Lumières. Il faut la protéger, euh, il faut pas abdiquer contre aucun obscurantisme et jamais, il faut pas. Nathalie, un immense merci. Il y a beaucoup de personnes qui demandent si tu nous feras quand même le plaisir de venir en septembre. Alors voilà, si les conditions le permettent et que la situation géopolitique le permet, l'autorise, je vous promets, Nathalie, si tu en es d'accord, qu'on montera cette tournée, que vous retrouverez Nathalie partout en région, à Nice spécifiquement, puisqu'elle aurait dû être à Nice ce soir, aux côtés d'Hélène Amann et de Stéphanie Assor-Lardan, mais évidemment à Paris et ailleurs. On vous promet de vous tenir au courant dès lors que les choses se calment et que l'on pourra le monter. Hélène, un immense merci de vous être prêtée à l'exercice et de nous avoir donné de votre temps. Nathalie, on Au te dit à plaisir. très vite. On te souhaite plein de bonnes choses pour toi, pour tes enfants, pour Merci ton mari. Merci infiniment. pour ton engagement. Merci pour tes chroniques qui, je l'espère, dérouteront plus d'un antisémite et qui, en tous les cas, nous font du bien, je le dis et je le redis. À toute l'équipe qui nous a permis ce soir, dont Lionel qui est en direct de Jérusalem, mais évidemment Johan, Brigitte, Ingrid et toute l'équipe du FSJU. Les filles, je vous fais des gros bisous et on vous retrouve très très vite pour la suite des aventures du FSJU, bien évidemment. Le QR code est à l'écran. Vous allez recevoir dans quelques minutes un petit email pour non seulement commander le livre de Nathalie, parce que j'en suis sûre, vous mourrez d'envie de le lire dès la semaine prochaine. Les journalistes se cachent pour pleurer. Alors avec notre fond, on ne le voit pas bien, je m'en excuse, mais également pour nous soutenir à travers cette campagne de dons de fonds d'urgence Israël pour accompagner ces 10 000 familles qui sont relogées dorénavant un peu partout sur le territoire israélien. À très bientôt, très bonne soirée et merci infiniment. Merci Julie, merci Hélène, merci infiniment à tous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au revoir, merci. Bonsoir.